Psychologie clinique et psychopathologie, des prémices à la constitution de la discipline. La période après-guerre. On l'aura compris, l'avènement d'une psychologie clinique en tant que discipline stable et autonome est survenu très progressivement. Elle ne s'est réellement affirmée qu'après la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, en 1947, l'APA, American Psychological Association, affirme un statut de la psychologie clinique, en posant les bases d'un enseignement et un cadre de recherche propre. Dès lors, cette discipline est reconnue comme scientifique et obéissante à une méthodologie stricte, tant dans la pratique que dans le recueil de données fondamentales. Mais surtout, et c'est loin d'être anodin, la filiation directe au corps de la psychologie entérine qu'il ne s'agit pas d'une discipline relevant de la médecine et que le terme clinique peut s'entendre hors de ce champ auquel elle a pourtant longtemps appartenu. En France, la psychologie clinique, telle qu'entendue actuellement, est couramment associée, dans sa naissance, à la conférence présentée en 1949 au groupe de l'évolution psychiatrique par Daniel Lagache, philosophe, psychiatre et psychanalyste. Il pense la psychologie clinique, monsieur Daniel Lagache, comme étudiant l'homme en situation, de façon bien distincte de disciplines cousines dont la psychiatrie et la psychopathologie, qui sont donc cousines de la psychologie clinique, tant dans son approche théorique que pratique. Donc, Daniel Lagache pense la psychologie clinique comme étudiant l'homme en situation, de façon bien distincte de disciplines cousines dont la psychiatrie et la psychopathologie, tant dans son approche théorique que pratique. Il définit ainsi l'objet de la psychologie clinique. L'étude de la conduite humaine individuelle, et des conditions, hérédité, maturation, conditions physiologiques et pathologiques, histoire de vie, etc. En un mot, l'étude de la personne totale en situation. La notion de conduite est particulièrement importante puisqu'il s'agit là du socle différenciant la psychologie clinique de la psychiatrie. Les conduites humaines ne sont en effet pas directement l'objet de la psychiatrie. La psychiatrie s'intéressant plus à la notion de maladie mentale. Et donc les conduites humaines ne sont pas en effet directement l'objet de la psychiatrie, et l'étude des conduites en psychologie clinique permet d'ouvrir certes vers les dimensions du pathologique, mais aussi vers les conduites normales. Pour Lagache, l'acte diagnostique est une étape importante de l'activité clinique, qui peut se résumer au conseil, à la guérison et à l'éducation. Cet auteur définit clairement une méthode clinique pratique et résolument axée autour de l'accompagnement individuel. Entre parenthèses, la nature des opérations avec lesquelles le psychologue approche les conduites humaines. Donc cet auteur définit clairement une méthode clinique pratique et résolument axée autour de l'accompagnement individuel, qui consiste en la nature des opérations avec lesquelles le psychologue approche les conduites humaines. Il en donne l'objectif. Envisager la conduite dans sa perspective propre. Relever aussi fidèlement que possible les manières d'être et de réagir d'un être humain concret et complet aux prises avec une situation. Chercher à établir le sens, la structure et la genèse, déceler les conflits qui la motivent et les démarches qui tendent à résoudre ces conflits. Tel est en résumé le programme de la psychologie clinique.
Donc je refais le programme de la psychologie clinique. Envisager la conduite dans sa perspective propre, relever aussi fidèlement que possible les manières d'être et de réagir d'un être humain concret et complet aux prises avec une situation, et chercher à établir le sens, la structure et la genèse, déceler les conflits qui la motivent et les démarches qui tendent à résoudre ces conflits. Pour autant, il reste frileux, voire opposé, à considérer la psychologie clinique comme également concernée par la production de connaissances générales et par l'obtention de données scientifiques obtenues autrement que par généralisation d'études de cas. Juliette Favez-Boutonnier partage les principaux principes définis par Lagache et distinguera pleinement la psychologie clinique de la psychologie médicale et de la psychanalyse. Elle semble d'ailleurs souhaiter inscrire la psychologie clinique dans un champ bien plus général que celui en lien avec le domaine de la pathologie, entre parenthèses, comme celui de l'éducation, mais reste très attachée à une psychologie aux mains nues, entre guillemets. Donc Juliette Favez-Boutonnier partage les principaux principes définis par Lagache et distinguera pleinement la psychologie clinique de la psychologie médicale et de la psychanalyse. Elle semble d'ailleurs souhaiter inscrire la psychologie clinique dans un champ bien plus général que celui en lien avec le domaine de la pathologie et notamment en lien avec celui de l'éducation, mais reste très attachée à une psychologie aux mains nues. Juliette Favez-Boutonnier met également l'accent sur le thème de l'intersubjectivité et sa place dans la psychologie clinique telle qu'elle l'envisage. 2 points. L'étude de la personnalité singulière dans la totalité de sa situation et de son évolution. L'étude de la personnalité singulière, donc unique, personnalité unique dans sa totalité, en situation et dans le cours de son évolution. Elle participera de façon importante à la reconnaissance de la psychologie clinique à l'université, avec la création en 1966 d'un certificat de psychologie clinique à la Sorbonne, puis obtint en 1968 la création d'une unité d'études et de recherche, UER, de sciences humaines cliniques à l'université de Paris 7, centre Sanzier. Cette inscription universitaire a été capitale. Elle mena vers une reconnaissance d'un premier diplôme de psychologue clinicien en 1971. Puis la multiplication progressive sur le territoire national de diplômes d'études supérieures spécialisés, DESS, qui est l'ancienne dénomination des masters professionnels. Puis des diplômes d'études appliquées DEA, actuellement Master 2 Recherche. Par la suite, Didier Anzieux va reprendre pour partie la ligne de Lagache, en proposant 3 postulats de base supplémentaires. Premier postulat, un postulat dynamique. Il place la notion de conflit au centre de la psychologie clinique, qui doit en étudier la nature, avec soi-même, avec les autres, avec son milieu. Les mécanismes, l'intensité, les modes d'expression et de résolution. Deuxième postulat, un postulat interactionniste. Les interactions d'un individu avec son environnement, avec la famille, la culture, le contexte général. Tout cela donne un sens au conflit. Il convient donc, pour lui, de les étudier. Et enfin, un postulat génétique. La psychologie clinique doit considérer l'individu dans son histoire pour comprendre ses conduites actuelles. La situation de la psychologie clinique actuellement. Une évolution récente est principalement marquée par un discours autour de la méthode en psychologie clinique. Claude Revaux
Claude Revaux d'Allonnes, va ainsi prôner un lien plus étroit entre le domaine de la recherche et le domaine de la pratique. Jean-Louis Pedignelli va, en 1994, contester le refus d'une psychologie clinique qui ne pourrait s'ouvrir à une démarche objectivante. Sans rejeter un modèle clinique proche de la psychanalyse, il souhaite ouvrir la discipline à d'autres méthodes. Tout ceci souligne qu'il existe une spécificité du modèle français, notamment vis-à-vis de ce qui est entendu sous le terme de psychologie clinique, dans le modèle dit anglo-saxon, du fait d'une histoire différente. En France, l'engouement pour la psychanalyse a profondément marqué le développement de la psychologie clinique. Bien que ces deux domaines soient distincts, la proximité de méthodes, mais aussi le fait que les grandes figures de la psychologie clinique du XXe siècle aient été majoritairement psychanalystes, a fait que la France garde toujours un attachement important à la clinique aux mains nues, plutôt qu'à la psychologie armée, c'est-à-dire armée de tests, d'échelles d'évaluation, etc. On assiste de nos jours en France à la distinction entre deux courants en psychologie clinique. Premier courant, un courant humaniste, fortement marqué par la référence analytique, qui donne la primauté à l'individualité et à la subjectivité du sujet, et qui tente à refuser la recherche de généralisation des résultats observés par une méthode plus objectivante et normée. Et deuxième courant, un courant qui tend à se rapprocher du modèle des sciences de la vie. Ce courant, sans renier l'intérêt pour l'étude de la singularité ni l'importance à accorder aux faits relationnels, relève d'une méthodologie la plus objectivante possible, allant parfois jusqu'à emprunter à d'autres champs d'analyse sa méthodologie, avec parfois un appel à l'evidence-based medicine, médecine basée sur la preuve. Ce dernier courant ayant été influencé par quelques auteurs, comme Janet, Pierron, ainsi que par la psychologie anglo-saxonne, et enfin par le développement de courants non psychanalytiques, comme le comportementalisme, la psychologie cognitive ou encore la récente psychologie de la santé. La psychologie clinique en France et aux États-Unis. Donc la psychologie clinique en France et aux États-Unis. Du côté anglo-saxon, sous l'influence de l'APA, la psychologie clinique désigne avant tout un domaine d'intervention auprès de personnes victimes d'un traumatisme, etc. En France, la psychologie clinique renvoie avant tout à une méthode et une démarche qui va se trouver, certes, appliquée à un domaine d'intervention, mais ce dernier est secondaire, la méthode prévalente avant tout. Ainsi, la psycho-oncologie n'est pas officiellement reconnue en France, les personnes exerçant auprès de patients atteints de cancer étant avant tout considérées comme des psychologues cliniciens, qui, secondairement, se trouvent exercer en oncologie. Aux États-Unis, on est avant tout psycho-oncologue, désignation par le domaine d'intervention. Et de cette activité va découler un savoir considéré comme spécifique à ce domaine d'intervention. Cette distinction est d'importance et explique par exemple que l'introduction de la psychologie de la santé en France ne s'est pas faite sans difficulté, avec notamment un ensemble de débats pour savoir si les étudiants qui suivaient cette filière devaient être considérés comme des psychologues cliniciens ou s'il s'agissait d'une nouvelle discipline bien distincte. En effet, créer une filière universitaire de psychologie de la santé revenait à suivre le modèle anglo-saxon, définir avant tout un domaine d'activité. Alors que jusque-là, les psychologues exerçant dans le champ de la santé suivaient une filière universitaire classique pour la France. DESS, actuellement master de psychologie clinique,
pour acquérir une méthode et une démarche, puis exporter et adapter ce savoir pratique au champ de la santé. À l'heure actuelle, le débat n'est pas encore tranché.